L'URSPS, ses vocations, son implication, son engagement sur le territoire, c'est aussi traduit dans une petite vidéo, un nouvel outil qui est à votre disposition et qu'on va découvrir tout de suite. On embarque tout. Le monde de la santé est en pleine mutation. Et, plus que jamais, l'indépendance de la médecine libérale est une garantie pour la qualité des soins. L'Union régionale des professionnels de santé Médecins libéraux Grand Est s'engage chaque jour pour assurer cette indépendance et porter haut la voix des médecins libéraux. Représentés et rassemblés par l'Union, les médecins du Grand Est sont force de proposition. Ils ont aussi un réel poids sur les décisions et participent activement à la mise en œuvre du projet régional de santé. Dans un contexte évolutif, l'Union s'implique lors de chaque réforme, en s'assurant que les médecins libéraux y trouvent leur place. La transformation numérique impacte fortement la pratique libérale. Elle facilite les collaborations, rend possible de nouvelles organisations et optimise l'accompagnement des patients. Dans ce contexte, l'Union reste très vigilante sur les questions d'éthique et de sécurité des données. Elle est aussi attentive à ce que la qualité de la relation humaine avec le patient soit préservée. Dans le cadre d'une politique de santé à budget contraint, l'atteinte d'objectifs ambitieux sur le long terme passe nécessairement par une démarche d'efficience et d'optimisation des moyens. L'Union assure la promotion du statut libéral, incite les jeunes médecins à s'installer et les accompagne en prenant en compte leurs nouvelles aspirations. La médecine libérale est trop souvent considérée comme une simple variable d'ajustement. L'Union refuse de subir et choisit l'action. Elle s'engage, travaille, propose, s'impose dans les débats, informe les médecins et les accompagne. Elle prend position à chaque occasion, revendique un rôle décisionnaire en concertation avec les institutions. Elle réussit à faire bouger les lignes. Déterminée et combative, l'Union s'assure que les médecins restent libres de leur choix. Aujourd'hui, en France, la moitié des soins sont prodigués par la médecine libérale. L'Union agit pour que ce rôle essentiel soit reconnu et valorisé. Elle monte des projets concrets et met au point des solutions techniques et organisationnelles innovantes qui favorisent les collaborations interprofessionnelles. Et demain, engagée dans les grands débats nationaux, l'Union appelle de ses vœux une politique de santé qui s'inscrive sur le long terme et garde le cap afin que toutes les actions initiées puissent se développer et porter leurs fruits. Voilà un outil intéressant dans les réunions de territoire que vous pouvez avoir, un outil à utiliser. Bienvenue à vos partenaires, nous allons les accueillir tout de suite. Christophe Lannelongue, bienvenue à vous, directeur général de l'ARS Grand Est. Ça va ? Très bien, venez. Et bienvenue également à Sylvie Mention, qui était attentive à nos travaux ce matin. Je vais appeler bien évidemment la présidente de l'Union. Prenez place. Alors, on va passer un petit moment avec vous et à vous entendre, à entendre vos réponses aux questions que posent les participants à cette journée. Donc, on va reprendre notre outil, si vous le voulez bien, et vous allez poser vos questions. Alors, c'est bien de les poser aussi sur les post-it parce qu'on en garde la trace, hein, c'est important pour le compte-rendu. Donc vous nous les envoyez, ces questions, et à chaque fois, essayez d'en poser une par post-it, vous l'envoyez, et on va les découvrir à l'écran. Bon, on a bien vu depuis ce matin, au travers des sujets concrets que l'on a visités, qu'on est en train de poser les fondations de nouvelles organisations, de nouvelles manières de faire, de nouveaux outils, de nouvelles pratiques qui vont conditionner l'exercice libéral de demain. Ils sont, et ils l'ont bien exprimé dans nos échanges de ce matin, un moment où tout change, à tous les sens, à tous les étages. C'est assez bouleversant, là, ce que vous êtes en train de vivre. Les questions qu'on veut mettre sur la table avec vous, c'est comment les partenaires que vous êtes, vous serez facilitant de ces transformations. Quelle marge de manœuvre vous donnez aux professionnels ? Quelles sont les attitudes partagées que vous proposez pour accélérer le mouvement des lignes qui est assez fulgurant ? Vous vivez des transformations fulgurantes. On va échanger autour de tout cela. Vous avez une première question à leur poser, là, tous les deux. Alors, attendez, on a des micros.
que vous rencontrez évidemment très, très souvent. Et pendant ce temps-là, mesdames, messieurs, vous m'envoyez vos questions à l'écran et on va échanger avec nos deux invités. Je ne sais pas si c'est une question, si c'est une interrogation. C'est comment voyez-vous le succès de tout ce qu'on met en place ensemble, en collaboration très étroite. Et je dois dire qu'on est plutôt bien lotis dans le Grand Est, d'après ce que j'entends dans les autres régions, en tout cas dans un dialogue constructif. Comment voyez-vous le succès de ce qui fait l'actualité aujourd'hui et qui interroge énormément la profession, les délégations de tâches? On en a parlé vendredi au ministère dans le cadre du pacte de refondation des urgences. Comment voyez-vous, je dirais, l'acceptation par nos confrères d'un plan urgence qui ne semble pas leur convenir au premier abord, et comment allez-vous accompagner, au fond, ces résistances hospitalières aussi, parce qu'on a une révolution culturelle à mener, et la tâche n'est pas facile, on le sait bien tous les trois, et on en parle souvent ensemble. Comment allons-nous réussir ? Ensemble. Alors, d'habitude, merci Madame la Présidente, bonjour, et merci de m'avoir permis d'échanger avec vous. Avec Sylvie Mention, d'habitude, on fait un duo qui est bien rodé parce qu'il y a un bad cop, un good cop. Je ne vous dis pas quel est le bad et le good. On verra après. Alors, moi, je partage fondamentalement ce qu'on a vu sur la petite vidéo, ce que vous venez de dire. C'est une époque de grands changements, mais c'est en même temps votre heure qui arrive, parce que c'est une époque où on va essayer d'apporter des soins en proximité, ça a été très bien dit. Et ces soins en proximité, qu'on le veuille ou non, c'est la médecine de ville, c'est la médecine libérale. Et je pense que pas plus l'assurance maladie que le ministère ne songe une minute à remettre en cause les fondamentaux, c'est-à-dire le libre choix du médecin, la responsabilité du médecin vis-à-vis de son patient, enfin, les choses sur lesquelles on a construit un système de santé qui doit fantastiquement évoluer, mais qui est un système de santé franchement merveilleux. Alors, par contre, c'est vrai que nous essayons de promouvoir pas un changement radical, parce qu'il y a déjà du travail en équipe, il y a déjà de la coordination, il y a déjà une volonté partagée par les professionnels de bien organiser les parcours de soins de leurs patients. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse un saut quantitatif, qualitatif. On vient de parler là des systèmes d'information, de la télémédecine. Enfin, on a parlé ce matin des CPTS. Bon, donc c'est vrai que c'est un saut un peu vertigineux, parce que voilà, il faut en quelques années, pour faire face à des besoins qui changent radicalement, pour bénéficier de tout ce qui est le progrès médical, changer les pratiques professionnelles. Et puis on leur met tout en même temps là. Alors c'est là où avec Sylvie, je sais que nous partageons complètement cette approche. Nous, on pense que notre rôle fondamental, c'est de vous accompagner dans ce changement des pratiques professionnelles. C'est-à-dire que nous, on pense que le rôle fondamental des réseaux, assurance maladie, ministère, enfin RS, c'est d'abord de faire en sorte que vos initiatives, elles soient accompagnées, soutenues. Et de ce point de vue-là, ensemble, d'abord, on travaille ensemble. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire administrative. Hein. C'est voilà, les institutions administratives, régulatrices, je ne sais pas comment on les appelle, elles essayent d'abord de travailler ensemble. Nous, concrètement, on a essayé de mettre en place ce qu'on appelle le guichet unique, hein, c'est-à-dire on a essayé de mettre en place dans chaque département un binôme qui soit un interlocuteur facile d'accès, qui soit un interlocuteur qui puisse vraiment accompagner les démarches, les initiatives. On essaye aussi de bien travailler avec vous, les URPS, hein, ça paraît fondamental, parce que c'est vrai qu'au bout du compte, ce qui est important, ce n'est pas simplement que nous, on vous aide, qu'on permette que vous dégagiez du temps, qu'on vous stimule, qu'on vous fixe d'objectifs, qu'on discute ensemble. C'est aussi que ce mouvement il soit pris en charge par les professionnels eux-mêmes. Et donc, non seulement on ne va pas faire ce changement contre vous, on va le faire avec vous, et en fait, on va le faire à travers vous. Donc aujourd'hui, un des éléments majeurs pour nous, et ce n'est pas si simple que ça en a l'air, hein, c'est de passer d'une posture qui était plus orientée
comment on va le dire, vers le contrôle, vers la mise en place de normes, à une posture qui est plutôt d'essayer ensemble de construire, d'évaluer, de changer quand ça ne va pas, de soutenir davantage quand ça marche bien, et que donc on peut en tirer un certain nombre de choses. On est très engagés l'un et l'autre sur les démarches innovantes, article 51, on est très engagés sur la télémédecine. On a été la première région, je crois, à faire un espèce de guichet unique de télémédecine, bon, il y a 1 an et demi, 2 ans. Voilà, donc je crois que s'il y avait quelque chose à retenir de notre volonté de participer à cette transformation, ce serait cette idée que nous sommes comptables de vous accompagner efficacement. Alors, moi, je pense par exemple qu'on peut faciliter les échanges de bonnes pratiques, on peut diffuser des bonnes pratiques, on peut faire en sorte qu'on vous aide à mesurer, on vous aide à vous équiper, on vous aide à suivre un certain nombre de choses. Bon. Les urgences, c'est peut-être un exemple caricatural de ça. Les urgences, on sait très bien que la crise aux urgences, la crise à l'hôpital, c'est d'abord le fait que des choses qui devraient être prises en charge en ville ne sont pas prises en charge en ville. Et donc ça pose clairement une question qui est comment est-ce qu'on développe, on améliore la prise en charge en ville, et comment est-ce qu'on convainc nos concitoyens d'aller en ville plutôt que de se précipiter aux urgences. Et comment on fait en sorte que la médecine de ville ait une place proéminente et que les services d'urgence ils fassent un boulot qui est de se concentrer sur les vraies urgences, entre guillemets. Oui, et puis les études de la PHP montrent que quand la ville travaille bien avec l'hôpital et que l'hôpital travaille bien avec la ville, ça se passe bien, quoi. On a des données statistiques là-dessus. Alors, en complément, et après, on va attaquer les questions qui sont derrière nous. Surtout, ce que montrent les données de la PHP, c'est que l'hôpital travaille bien avec la ville quand la ville est structurée. Donc, quand la ville est capable de s'organiser, alors l'hôpital sait travailler intelligemment avec elle. Donc, je pense qu'à la question de Guylaine Kiefer-Desgrippes sur comment est-ce qu'on voit les choses, je crois qu'on a quand même une petite question de temporalité. Vous dites on est en plein bouleversement, etc. Moi, je nuancerais un peu ce propos. Je crois que la question de l'exercice coordonné et du bénéfice que les patients peuvent en tirer, ce n'est pas une question contemporaine. Enfin, je veux dire, elle a quand même déjà quelques années d'ancienneté. Je pense qu'une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on approche l'exercice coordonné comme une réponse à ce qu'on appelle communément les déserts médicaux. Or, ce n'est pas ça le sujet. L'exercice coordonné, c'est bien une nouvelle façon d'exercer son métier, de travailler ensemble. On a vu le petit débat là autour de quelle place pour les infirmières de pratique avancée, quel rôle elles vont pouvoir jouer dans cet exercice coordonné. Demain, vous le savez, on a beaucoup parlé CPTS, mais on a aussi les assistants médicaux pour lesquels, là aussi, vos syndicats ont signé un avenant avec l'assurance maladie, avec aussi un objectif assez clair qui est de libérer du temps médical. Alors, soit sur le volet administratif, si c'est ça qui vous préoccupe, soit sur le volet, on va dire, d'accompagnement. On parlait tout à l'heure pour les infirmières qui accompagnent en télémédecine des phases d'habillage, déshabillage, explication, pédagogie. Tout ça peut demain être délégué à l'assistant médical. Donc moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans la période qu'on vit aujourd'hui, c'est que cette question de l'exercice regroupé et des bénéfices qui sont attachés à l'exercice regroupé, ça n'est pas une question nouvelle. En revanche, ce qui va nous manquer maintenant, c'est le temps. Nous n'avons pas 15 ans devant nous pour que les CPTS réussissent. Si on veut vraiment demain que la ville s'organise pour avoir une réponse correctement organisée avec l'hôpital, il faut quand même qu'on se bouge un peu. Vous pouvez tout de suite répondre à une question concernant CPTS, PTA. On les a bien explorés ce matin. Et puis, il y avait plusieurs remarques qui soulignait l'évidence du rapprochement, l'une étant incluse dans l'autre. Comment vous voyez les choses ? La CPTS, c'est une manière pour des professionnels de dire on va améliorer la prise en charge, l'accès aux soins d'abord, mais aussi la prévention, la promotion et les parcours. La PTA, c'est une machine à produire du service. Alors un service que moi j'appelle agence de voyage, c'est-à-dire c'est un service qui consiste à ce qu'on facilite l'orientation
d'un patient. Alors ça peut être une orientation quand il va avoir besoin d'une prise en charge complexe, ça peut être un retour d'hôpital, ça peut être... Bon. Donc, il y a bien un donneur d'ordre, ceux qui pensent le travail en équipe, ceux qui pensent comment est-ce qu'on va améliorer la prise en charge. Et puis il y a bien l'agence de voyage qui met en œuvre d'une manière technique, c'est-à-dire qui résout des problèmes. Alors c'est des problèmes simples, hein. C'est une personne revient chez elle après une hospitalisation, et effectivement il faut qu'elle ait des médicaments, peut-être à manger aussi, un accompagnement à domicile, etc., etc. Et donc il y a une partie qui est la CPTS, la démarche qui consiste à organiser des professionnels pour qu'en travaillant bien ensemble, eh bien, on fasse en sorte que le retour à domicile il soit préparé, organisé, etc. Et puis il y a bien un outil technique qui consiste à ce qu'effectivement il y ait un portage de repas à l'heure, il y ait la mise en place des aides du conseil départemental, etc. Donc ce n'est pas le même niveau. Il y a des gens qui conçoivent, pilotent, et puis il y a des gens qui réalisent une partie, qui est une partie très technique, qui consiste à faire de la coordination entre différentes instances, dans un cadre territorial. On peut aller un peu plus loin dans ce que vous exprimiez, Madame. Ça marche quand la ville est structurée, organisée. Vous avez des propositions précises, parce que là, je vois, il y a 3 questions là-dessus. Libéral hospitalier, CPTS, GHT, quelle coordination entre les deux mondes, l'un qui regarde l'autre en chien de faïence, enfin on entend toujours ça. Quelles sont vos propositions territoriales à l'échelle d'un département comme celui sur lequel vous agissez? Alors, je voudrais d'abord rassurer la personne qui a posé la question sur le point de savoir si nous avons bien compris qu'à l'hôpital, le sujet, c'est l'organisation. Je vous rassure, oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on y apporte des réponses financières? Parce que ce n'est pas nous qui les apportons. Elles se prennent à un autre niveau et que probablement on pense que c'est plus simple et plus visible surtout. Je crains que tu t'écartes des éléments de langage. C'est normal parce que moi j'ai un peu de liberté maintenant, j'en profite, Christophe. Donc non, oui, bien sûr que la question c'est le fond du sujet, c'est la question de l'organisation. Alors on voit bien par exemple quand on est sur les sorties d'hospitalisation, c'est un sujet qui oppose souvent l'assurance maladie aux professionnels de santé, notamment autour de nos programmes que vous connaissez sous la dénomination de PRADO, les programmes de retour à domicile. Quand la ville est bien organisée, PRADO ne sert à rien. C'est-à-dire que les hospitaliers travaillent directement avec les professionnels de ville et nous savons bien que l'avenir de PRADO, ce n'est pas d'en développer toujours et toujours plus en nombre. C'est pour le moment d'accompagner les organisations qui quelquefois peuvent être déficientes, mais on sait très bien que demain, la CPTS, on parlait CPTS, PTA, la CPTS, elle a une vocation inclusive. C'est-à-dire que sur un territoire, demain, si les choses fonctionnent bien, la CPTS, elle va intégrer, on l'a vu ce matin, les maisons de santé pluridisciplinaires, les équipes de soins primaires, peut-être demain les équipes de soins spécialisés, la PTA. Tout ça va procéder d'une même organisation. Alors, on parle sortie d'hospitalisation, on peut parler aussi suivi de patients chroniques qu'on sort, j'allais dire, un peu précocement de l'hôpital et pour lesquels il faut assurer un suivi en ville. On a, nous, une belle expérience dans le Bas-Rhin là, autour de l'insuffisance cardiaque. Il y a plein de sujets comme ça. Mais encore faut-il que les hospitaliers et la ville, dans les deux sens, trouvent un interlocuteur. Or, aujourd'hui, quand l'hôpital s'adresse sur un territoire à une myriade d'intervenants libéraux, il ne sait pas par où prendre le sujet. Et quand la ville n'arrive pas à joindre son correspondant à l'hôpital, elle est aussi très embarrassée. Donc on a vraiment un travail de co-construction à faire ville-hôpital. L'année 2020, pour ça, ça sera important parce que c'est la montée en régime des CPTS, mais aussi la montée en régime de l'hôpital en proximité. Donc l'idée que dans un territoire, il doit y avoir des services hospitaliers de proximité, en médecine, en SSR, ou en plateau technique d'imagerie, de biologie, ou en centre de périnatalité, etc. Et donc, moi, évidemment, je partage à 100% ce que vient de dire Sylvie. Il y a un effort d'organisation de la ville, il y a un effort d'ouverture de l'hôpital, il y a un effort de structuration des filières hospitalières pour bien faire apparaître une gradation des soins. C'est-à-dire il y a des recours en proximité à des services hospitaliers de proximité, et puis il y a l'organisation du recours à des services spécialisés qui peut se faire à l'hôpital ou en ville. Et c'est ça qui, aujourd'hui,
aujourd'hui va être l'enjeu majeur. Les progrès dans l'organisation de la médecine de ville et en face, les progrès dans une forme d'organisation de l'hôpital qui facilite cette relation, mais qui aussi facilite l'accès des patients à deux choses, des services hospitaliers de proximité, un court séjour gériatrique par exemple, ou un SSR, et des services spécialisés. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, l'année 2020, c'est quand même une année importante. On démarre en 1er janvier 2021 le nouveau mode de financement des hôpitaux de proximité, et dans l'année, à la mi-année 2020, on va labelliser des sites, des services, comme étant... quand la ministre fixe comme objectif que dans 5 ans, il n'y ait aucune personne âgée qui arrive aux urgences, mais que toutes les personnes âgées soient prises en charge directement dans un service de proximité ou en ville, voilà, c'est ça le challenge. Hein, c'est que ça ne se fera pas s'il n'y a pas une formidable relation et renouveau de la relation entre l'hôpital et la ville. J'ai été frappé ce matin au cours de la séquence des soins non programmés, donc expérience pionnière Barin ou Orin, j'ai oublié, Barin. À un moment, quelqu'un a dit et de toute façon, les amis, si on n'occupe pas la fonction, d'autres la prendront. Enfin, sur plusieurs sujets, je sens cette famille de la médecine libérale émettre des craintes sur... on est en danger, on vacille, et il y a d'autres intervenants, hein, on ne cite pas de nom, mais ils sont clairement identifiés, vous venez d'en parler, qui peuvent faire bouger les lignes et prendre leur place. Dites-nous précisément, et sans langue de bois, hein, le statut, le positionnement qu'ils peuvent jouer. Enfin, c'est quoi les défis qu'ils ont là, et les trucs sur lesquels ils pourraient éventuellement rater. Je vais prendre l'exemple effectivement du 116-117, de la régulation, de ce qu'on essaye de faire à Strasbourg. Le pari qu'on fait, c'est que si on informe, on oriente d'une manière efficace, avec un service de qualité, les patients, ils vont évidemment recourir à leur médecin traitant, à un médecin en ville qui est proche de chez eux, et ils ne vont pas aller s'entasser dans un service d'urgence pour attendre toute la nuit sur un brancard. Donc, aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la capacité à orienter les patients en leur fournissant, je dirais, une information la plus efficace possible. Et donc c'est pour ça que les questions du service d'accès aux soins, les questions d'amélioration de la régulation, elles sont essentielles. Il n'y a aucun patient qui va aux urgences parce qu'il a envie d'attendre dans un couloir en plein vent pendant toute la nuit. Et les patients, ils vont aux urgences parce qu'ils pensent que c'est gratuit, c'est rapide, ils auront accès à un plateau technique, ils verront un médecin spécialiste, etc. etc. Et ma question sur ces parcours-là, c'est est-ce que cette profession aura toujours le lead ? Non, mais moi, je crois, enfin, ce matin, j'étais choquée parce que j'ai entendu plusieurs fois... Oui, j'étais choquée parce que j'ai entendu plusieurs fois parler de réglementation, d'État, de carcan. Mais attendez, l'accord conventionnel interprofessionnel, c'est vous qui l'avez signé. C'est pas l'État. L'État ne vous a rien imposé du tout. Non, il a agréé après coup. Il a agréé après coup. L'ACI, c'est... Il est complice. Le fruit de la négociation pas auteur, comme on dit dans entre l'assurance maladie et vos représentants syndicaux. Alors, quelle place pour les médecins ? Eh bien, c'est justement celle-ci. C'est-à-dire que si demain, vous ne souhaitez pas vous faire imposer des façons de faire, voilà, il faut prendre la main. Et une façon de prendre la main, c'est effectivement de négocier avec l'assurance maladie des accords conventionnels. Moi, j'ai été amenée cette semaine à faire une petite intervention à l'extérieur. Ça m'a beaucoup frappée. J'ai fait le point, donc vous savez qu'avec Christophe, on a un point commun, on a exercé dans la même région pendant quelques années. J'ai fait le point de tous les plans qui vous ont concerné, la médecine libérale, depuis la mise en œuvre des ARS. Donc ça commence par M. Sarkozy et les 250 maisons de santé, donc la multiplication par 2 des maisons de santé, puis un premier pacte santé et territoire de Mme Touraine, un deuxième pacte santé et territoire de Mme Touraine, un plan d'accès territorial aux soins de Mme Buzyn aujourd'hui, et puis enfin de nouvelles dispositions dans le cadre de la loi de financement de la Sécu de cette année. Ça veut dire qu'en 10 ans, tous les 2 ans, on a eu un nouveau plan. Contrat d'engagement de service public, praticiens territoriaux de médecine générale, assistants partagés, etc. Rien n'a marché. Enfin, quand même, voilà, rien n'a marché.
Aujourd'hui, on a un accord conventionnel, c'est-à-dire on change de pied. On dit finalement peut-être que c'est elle qui le dit, hein, parce que je vois mes collaborateurs un peu inquiets. Rien n'a marché. Enfin, je veux dire, il y a toujours des contre-exemples. Pour rien, hein. À l'échelle du territoire, rien n'a marché puisque on est aujourd'hui en train de constater qu'on a de moins en moins de médecins qui veulent s'installer, même si on en a de plus en plus en valeur absolue, mais on en a de moins en moins dans le secteur libéral, de moins en moins qui veulent s'installer. Vous avez tous lu l'enquête de Que Choisir qui dit que plus de la moitié de vos confrères refusent de prendre de nouveaux patients en qualité de médecin traitant. Bon, donc aujourd'hui, on change de pied, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un plan gouvernemental top-down, vous signez un accord, eh bien, emparez-vous de cet accord. Il y en a un qui le dit, Voilà. 25 années de médecine libérale, 5 grandes réformes. Vous voulez dire quelque chose là-dessus? Et pendant que vous répondez, vous regardez les questions et vous vous en appropriez. Hein? Une très courte réponse sur ces accords conventionnels. C'est peut-être la démonstration que ce qui est signé parfois à Paris par des personnes qui sont dans les couloirs des ministères ne colle pas toujours à la réalité des territoires et qu'on observe dans les territoires, nous, présidents d'Union, toutes les difficultés de ces signatures, in fine, parce que nous, on est au plus proche du terrain, on est au plus proche des organisations de territoire, et qu'on voit bien que parfois ce qui se signe à Paris, ça colle difficilement à la réalité de nos régions. Voilà, c'était juste une remarque. Je suis d'accord, Guylaine, mais... Oui, une seule signature d'un partenaire suffit à... Non, mais en l'occurrence, la CI, vous avez tous signé. D'accord? Non, mais non, on peut jouer à ce jeu-là, mais là, vous allez avoir du mal à me coller quand même. Hein. À ce jeu, non, mais vous avez tous signé et tout professionnel confondu, en plus, puisque c'est un accord interprofessionnel. Donc... Attendez. L'État nous impose... Je crois que ce n'est pas la bonne manière d'approcher. Si tous les syndicats signent, c'est en général parce qu'on veut gérer, mais on n'est la plupart du temps pas vraiment satisfait de ce qu'on a signé. D'ailleurs, le terrain non plus. Je crois, Madame Mention, il ne faut pas utiliser cet argument. Le jour où nous aurons une convention, ou quelle qu'elle soit, où on sortira en disant pratiquement tous, bon, on a fait quelques concessions, mais c'est vraiment un super texte, ça sera bien. Personne n'a dit des derniers textes, c'est vraiment un super texte. Alors, non, mais le sujet, c'est pas ça, c'est un super texte, oui. Claude. Allez-y. Le sujet, c'est on vient d'avoir 10 ans de plans gouvernementaux, on va dire avec un succès extrêmement nuancé. Aujourd'hui, vous avez un accord conventionnel qui peut-être ne vous satisfait pas pleinement, mais en tous les cas, qui vous donne la main. Donc moi, je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est prenez-la, mais ne mettez pas 25 ans à la prendre. Voilà. Allez, on avance sur les questions. Non, mais je suis complètement d'accord, et ça fait une transition à ce que je voulais dire. La santé publique, quelle place dans les politiques de santé? Moi, je crois qu'on est en train de démontrer, mais ça a été démontré à l'étranger depuis bien longtemps, qu'un consultant indépendant qui travaille en équipe avec d'autres consultants indépendants, il est le premier à pouvoir faire de la prévention, de la promotion, de l'éducation, de l'accompagnement. Donc, on est en train de démontrer ce que beaucoup de pays ont connu bien avant nous, c'est-à-dire que les équipes de soins primaires, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire face aux défis de la santé dans le monde de demain. Et que dans ces équipes, il y a un rôle privilégié pour le médecin. Pas forcément parce que c'est le plus expert, parce que c'est ceci et ça, mais c'est parce que c'est celui qui organise la relation avec le patient. Bon. Et c'est celui sur lequel est basée la relation de confiance avec le patient. Bon. Donc, c'est ça aussi qui est, je trouve, signe d'optimisme. Et je rejoins complètement Sylvie, c'est-à-dire que l'accord CPTS, à la limite, même aujourd'hui, on est saisi par le côté vague. On vous dit qu'il faut améliorer l'accès aux soins, l'accès aux médecins traitants, les soins non programmés, il faut améliorer les parcours, il faut améliorer la prévention-promotion. On ne vous dit rien de plus. Rien de plus. Et on vous dit, prenez votre temps, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Bon. Donc, effectivement, moi, je rejoins ce que dit Sylvie. Saisissons-nous ensemble de cette marge de liberté. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'on doit vous aider aussi à connaître les bonnes pratiques, à ne pas réinventer l'eau tiède, à pouvoir dialoguer avec des pairs qui ont résolu les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Donc je pense que, alors c'est la mission première des URPS, hein, bien sûr.
Et de ce point de vue-là, je réponds à la question, à l'heure du pluripro, quel lien entre tutelle et union monoprofessionnelle? Nous, on souhaite vivement, ARS et Assurance Maladie, qu'il y ait une forme d'organisation pluriprofessionnelle au niveau des URPS. Bon. On essaye depuis plusieurs mois de soutenir un projet qui est un projet de création d'une association qui serait pilotée par une interfédération et qui permettrait, cette association, de financer des bonnes pratiques de soins primaires, des bonnes pratiques de travail en équipe. On n'a pas inventé l'idée, ça existe en Pays de la Loire, et on transpose une idée qui nous paraît extrêmement efficace, parce que moi je suis d'accord, à l'heure du pluripro, c'est tout le monde qui doit s'y mettre, hein, et on ne peut plus continuer à travailler chacun dans son coin. Je vous dis très franchement, je remercie beaucoup l'URPS Médecins, que vos efforts aboutissent, hein, puisque, pour dire franchement les choses, on avait des pharmaciens plutôt allants, des médecins allants, et une URPS infirmier qui s'interrogeait beaucoup, parce qu'elle craignait que cette interfédération soit une manière de mettre les infirmières sous le boisseau, enfin, je ne sais pas comment on dit. Et je pense que grâce à votre travail, on a dépassé ça. Et moi, je suis très optimiste. Je pense qu'on y arrivera. C'était clair, oui. Il nous reste 7 minutes. On continue les questions. Vous en prenez... Allez-y, Madame Moi, je veux bien revenir sur sur les liens entre CPTS, hôpital, qu'a évoqué tout à l'heure un peu Christophe. Je crois vraiment que la clé du problème, elle est là. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté la ville et de l'autre côté l'hôpital. Les choses doivent vraiment se construire sous forme de parcours. Alors, c'est sûr que le monde hospitalier aujourd'hui, avec les groupements hospitaliers de territoire, il est aussi pas mal secoué. Les choses ne vont pas forcément aussi bien et aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais en tous les cas, un des moteurs de ce que vous allez faire demain dans les CPTS, c'est à la fois de vous organiser, et moi j'insiste beaucoup là-dessus. La CPTS, vous l'avez vu ce matin, c'est d'abord l'initiative des professionnels de santé de ville. Alors il y a des endroits, notamment quelquefois dans les zones rurales, où il y a déjà des collaborations intelligentes entre l'hôpital de proximité et la médecine de ville. Donc on ne va pas balayer ça pour faire autre chose, on va pouvoir capitaliser là-dessus. Mais je pense notamment quelquefois dans les grands centres urbains où les choses sont un petit peu plus complexes, l'initiative, elle vous appartient. Et donc, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, et moi je le vois bien puisque j'ai eu la chance de participer à une table ronde avec la FHF et la FHP, effectivement, si vous ne bougez pas, ils vont le faire à votre place, hein. Ils vont organiser le territoire. Et ils sont même prêts à organiser des CPTS. Moi, j'ai même des hospitaliers qui m'ont dit, mais enfin, Madame Mention, qu'est-ce que vous attendez pour créer une CPTS? Je dis, mais moi, je ne crée rien du tout, moi. Hein. C'est pas mon truc, ça. Donc, c'est votre mission. Et donc, à vous, j'allais dire, au-delà de ce qui fait l'accord, c'est-à-dire l'accès aux médecins traitants, les soins non programmés diurnes, après, vous avez le choix des sujets sur lesquels vous voulez travailler, en termes de parcours, en termes de prévention, en termes de lien avec l'hôpital. Donc, c'est vraiment... Alors, je comprends bien que c'est une autre façon de penser votre profession, puisqu'il faut la penser collégialement et il faut la penser de façon coordonnée. Mais c'est ça l'enjeu. Alors, il nous reste vraiment 4 minutes. Si on peut encore aborder un ou deux sujets avec des réponses courtes, ce serait chouette. Juste pour compléter quand même, c'est public, donc je peux en parler. Mais moi, j'ai rencontré les dirigeants du groupe Ramsay. C'est le premier groupe de cliniques en France, le deuxième en Europe. Et ils travaillaient d'arrache-pied sur le montage de centres de soins primaires, qui sont ceux qu'ils ont récupérés en Suède, puisqu'ils ont racheté un groupe qui s'appelle Capio, qui était très implanté dans les pays du Nord, de l'Europe du Nord. Et dans ces pays d'Europe du Nord, Capio exploitait des centres de soins primaires, on va dire. Bon. Ce qui m'a frappé, c'est que, au fond, qu'est-ce qu'il y avait dans ces centres de soins primaires qu'on n'a pas chez nous? Il y avait ce que vont être les CPTS.
il y avait un vrai outil de travail en commun, un vrai outil de travail d'équipe. Il y avait un vrai suivi des parcours des diabétiques. Il y avait une vraie capacité à améliorer concrètement le suivi de ces pathologies chroniques. Mais ça, moi je rejoins complètement ce que dit Sylvie, dans notre tradition, dans notre culture, c'est les CPTS. Ce n'est pas quelque chose qu'on va importer et qu'on va parachuter dans un territoire. C'est à l'initiative de... Mais bien sûr que ça marche. C'est sûr qu'il y a une tension très forte entre, on va dire, l'inquiétude de nos concitoyens qui se voient privés de médecins, qui se voient vieillir sans service de santé, la pression qu'ils exercent sur des élus, des responsables politiques, et puis la réalité du temps qu'il faut pour construire le travail en équipe. La coopération, ça ne se décrète pas. On n'oblige pas les gens à travailler ensemble. C'est parce qu'ils ont compris que c'était leur intérêt, leur perspective qui travaillent ensemble. Donc c'est vrai, ce que dit Sylvie, c'est un enjeu formidable de dire à vous, professionnels, allez-y, saisissez-vous de ça, faites-le à votre rythme, faites-le comme vous l'entendez, mais faites-le avec cet objectif, qui est améliorer concrètement la prise en charge. C'est votre chantier, ça, Guylaine Kiefer. Oui, et du coup, je rebondis sur cette question que j'ai choisie. À l'heure du pluripro, quel lien entre tutelle et union monoprofessionnelle? Et notamment, puisqu'on accompagne activement à travers ce CEPOM nos chargés de mission, on en a parlé longuement ce matin et c'était intéressant puisqu'on avait vraiment les témoignages de terrain. Comment... on a quand même lu l'instruction, la dernière instruction ministérielle, où la place des unions professionnelles est réduite à peau de chagrin. Comment voyez-vous sur le long terme pour qu'on garde, nous, unions, une lisibilité sur ce qui se déploie sur le territoire, une lisibilité sur les projets de santé qui ont vocation à évoluer et qu'on puisse continuer à garder ce lien, je dirais, territorial sur la grande région, et c'est pas simple, hein, une grande région comme Grand Est, alors même que le texte de cette instruction ne prévoit pas vraiment, parce qu'en dehors des conflits, on ne nous laisse pas beaucoup de place dans cette instruction. Écoutez, moi je vais répondre, alors là je vais faire le porte-parole de Sylvie Mention parce que je partage complètement sa vision. Vous êtes ceux qui vont faciliter l'émergence de projets. Vous êtes ceux qui vont accompagner les porteurs de projets dans une négociation exigeante avec nous. Bon. Alors, c'est vrai que c'est un rôle difficile pour vous, hein, parce que ça veut dire qu'à certains moments, il faut stimuler, encourager, à d'autres moments, il faut freiner, à d'autres moments, il faut dire c'est peut-être pas la bonne direction, il faudrait peut-être partir de ce côté-là. Et après, vous serez, au fond, les assistants des équipes qui vont être en négociation avec nous. Et nous, c'est vrai qu'on en veut pour notre argent. Bon. Mais ça, si vous voulez, vous seriez à notre place, vous feriez la même chose. Peut-être que vous seriez d'ailleurs plus dur. Peut-être que vous diriez ah non, attendez, moi je sais ce que ça vaut, ça, et je lâche pas ça. Bon. Ce qu'on vous demandera, nous, c'est qu'ensemble, on construise un système qui permette de mesurer les résultats, c'est-à-dire un système qui permette de partager des diagnostics de base dans un territoire, combien de temps il faut pour accéder à un ophtalmo, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de médecin traitant pour madame machin, pourquoi est-ce que la prise en charge de cette personne diabétique a pris autant de temps, etc. etc. Donc, partager un diagnostic, mesurer les résultats obtenus, et puis en tirer des conséquences. Donc, c'est un rôle énorme. Après, c'est comme dans toute discussion, on démarre, il est parti pour l'Inde et il découvrit l'Amérique. C'est souvent comme ça dans la vie. On démarre un chemin ensemble et puis on se met d'accord. Voilà. Un cap qui évolue, mais il faut se donner un cap. Dernière oui, intervention. Moi, je vais en prendre deux parce que je crois qu'il y en a une. Mais vraiment très vite. Une symbolique et une très opérationnelle. Sur la symbolique patient-client. Alors, moi, je vous rassure, à la caisse primaire du Bas-Rhin, mais je crois dans beaucoup de caisses primaires, il y a bien longtemps qu'on n'a plus de clients, quoi. Hein. Je voudrais juste que vous compreniez qu'une caisse primaire, c'est une usine de production. C'est-à-dire que dans le Bas-Rhin, on gère 550 000 appels téléphoniques par an, 650 000 arrêts de travail par an, plus de 2 millions de feuilles de soins. Donc c'est une usine avec des process de production, des process qualité. Et bien entendu, à côté de ça, on a la relation individuelle, personnelle avec les professionnels de santé. Mais c'est pas
le paradigme du client, il a été utilisé il y a maintenant une quinzaine d'années, simplement pour que nos équipes comprennent qu'on avait un service à rendre et qu'on est attendu sur les délais de paiement, sur le délai dans lequel on décroche, sur le délai dans lequel on répond à nos assurés. Donc, ce sont nos assurés. Et aujourd'hui, on ne parle plus de nos clients, on parle de nos publics, puisqu'on a des publics professionnels, des publics d'employeurs, des publics d'assurés sociaux. Et donc, il n'y a pas entre nous de vision divergente entre les assurés, les patients. On voit les mêmes et on rencontre les mêmes difficultés que vous. Alors, pas au même niveau, mais ceux que vous voyez, ce sont aussi ceux que nous voyons et on est confrontés au même public. Sur les financements, je ne vais pas parler du FIR, puisque le FIR est entre les mains de Christophe et entre ses seules mains, donc il le dira. Mais en tous les cas, pour les financements qui sont associés à l'ACI, ce sont des financements pérennes. Ils ont juste une petite, une petite subtilité, c'est qu'ils sont, ils sont accrochés à la réalisation des objectifs. D'où, on en a assez peu parlé ce matin parce qu'on n'est pas encore tout à fait dans cette logique-là, d'où l'attention particulière que nous porterons ensemble. Quand je dis nous, c'est effectivement l'ARS, l'assurance maladie et l'Union, à la contractualisation. Parce que l'ACI, c'est d'abord un contrat, et dans le contrat, il y a des objectifs, des indicateurs, et au bout, il y a des financements. Donc ces financements sont pérennes à la condition que les indicateurs soient au rendez-vous. C'est la même chose pour l'assistant médical, on m'a posé la question. Les financements de l'assistant médical sont pérennes à la condition qu'on soit au rendez-vous des objectifs. Oui, je voudrais vous rendre optimiste sur un point, sur les financements. Vous savez, en Europe, c'est des niveaux de financement très très élevés, entre 9 en Angleterre et 12 en France et en Allemagne % du PIB. C'est 80% de financement public. Il n'y a aucune remise en cause, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti politique en Allemagne, en Angleterre, en France, etc., qui remet ça en cause. Je lisais The Economist l'autre jour, qui est un hebdomadaire anglais, et qui ricanait parce que la campagne des conservateurs, en vue des élections qui ont lieu dans quelques jours en Angleterre, c'est de se faire les chantres du NHS. Bon. Et le titre de l'article, c'était « Est-ce crédible pour les électeurs ?» Bon. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en Angleterre, il y a un consensus pour dire qu'un système de santé solidaire, c'est important. Et c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose en France, etc. Vous êtes ceux qui mettent en œuvre au jour le jour ce système de santé solidaire vis-à-vis des patients. Bah. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir trop d'inquiétude sur le fait que ce système de santé solidaire soit mis en cause à moyen long terme. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses franches, souvent, à ces préoccupations partagées avec la communauté de l'URPS Grand Est. Merci beaucoup.